Bien, bonjour à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h et comme tous les jeudis, on va commencer avec Mouna Edouardville et son invité aujourd'hui, Daniel Do-Egeli. Docteur, bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur. Bien, bonjour. En résistance. Oui. Et on parlera de la coup santé qui a été déplacée le week-end là, ça encore. Il y a des paix. Un peu plus tard, on va recevoir Mme Catherine Romuald, elle est directrice générale adjointe de l'insertion, conseil général. On va recevoir Francis Bernard, fondatrice de l'association On parle pour Grand Monde, au PGM, je crois que c'est ça. Elle est animatrice en gérontologie, elle est accompagnatrice aussi en conseil formé à l'approche Montessori. Et on va terminer par la chronique habituelle de Sandy Kelly vers 13h30. Sinon, l'actualité, c'est la mobilisation des parents d'élèves à l'école Hilarion Léogane pour la fermeture d'une classe. Et les parents ne sont pas contents. Ils l'ont manifesté. Charlie Dagonia était sur place. La conférence de l'UNSA sur la sobriété énergétique dont on parle beaucoup en France dans la fonction publique. Alors, en France, il faudra réduire l'usage des chauffages ou les moins vite sur les autoroutes. Alors, je ne sais pas pour la Guadeloupe parce qu'il faudra réduire la clim, on verra ça. Et puis, tirage au sort de la coupe de basket, c'était devant la caméra de Olivier Moradel. Voilà un petit peu ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Merci d'être avec nous, comme tous les jours, à la même heure, et d'être aussi fidèle. Alors, Mona, comme tous les jeudis, revenez-nous. Nous allons saluer Michel Giron, nous avons un petit fausse bail, parce qu'il n'est pas là, mais nous allons toujours content vrai. Et où venez le docteur Atimoun. Pourquoi? Oui, mais parce que le docteur Atimoun a dans la santé depuis le départ. Nous, même là, par rapport à ça, nous avons pensé de la médecine et qui c'est pour les grands mouns, les grands-pas, grands-mâts, qui pour les timouns. Et tout naturellement, docteur Do, qui c'est un confrère, et ben, il joint lui à nous, dans la coup santé. Oui. J'ai fait plusieurs la coup santé éveil. Ces premiers-là, c'était assis la santé mentale. Et il était parlé de santé à Timoun. Sa crise Covid qu'a fait assis ces Timoun qui a tous les jours. Et il était là aussi, les docteurs Riga, parlez-nous de Kaki médecine, en qui genre la médecine t'es qu'à pratiquer ces derniers temps-là, avant crise là ça arrivait, et même avant crise là ça, parce que depuis quelques temps, effectivement, t'es dit nous qu'à glincer. Et donc, l'idée qu'on ferait qu'il a et qui est en résistance, même si nous pas voyons tout le temps, toutes les, même si ni ça qui pas qu'à parler, parce qu'effectivement, là où qu'à prend la parole, faut bien comprendre qu'il y a exposé. Oui. Donc, c'est en cas saluer courage à Docteur Do d'avoir il y a six plateaux là, parce que c'est pas facile de parler à l'équilibre, et même pour les médecins, surtout pour les médecins. D'accord. Alors, docteur, merci d'être avec nous. Alors, Mona a déjà dit un peu la situation par rapport aux enfants et la pandémie et tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus, puisque vous êtes pédiatre? Oui, bonjour. Je remercie beaucoup Mona de m'avoir invité à cette émission. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être là et je présente déjà à toute la Guadeloupe toutes mes excuses de ne pas pouvoir m'exprimer en créole comme j'aurais bien voulu l'être. Oui. Ça viendra. Donc, encore une fois, merci de m'avoir invité. Et je n'ai pas le souvenir que depuis que cette pandémie a commencé, qu'on ait vraiment écouté les pédiatres sur le ressenti de l'enfant. Oui. Et notamment en Guadeloupe. Et moi, ça me touche beaucoup parce que je tiens quand même à dire quelque chose qui est important. Et le métier de pédiatre, on ne fait pas ça par hasard. C'est un métier un peu spécial, en tout cas pour ce qui me concerne, oui. Parce que ce n'est pas qu'un métier de technicien. C'est un métier qui envisage l'enfant dans sa globalité et on y laisse, nous, en le pratiquant au quotidien, forcément notre affect. Parce qu'il s'agit d'être non seulement technicien, mais d'être aussi un peu parent et de ressentir ce que l'enfant peut ressentir pour bien appréhender ce qu'on lui apporte comme soin, qui peut être aussi bien du domaine technique que du domaine de l'affect dans sa globalité. Il s'avère que j'ai eu le sentiment que durant toute cette crise, les adultes ont eu le loisir de s'exprimer, même si ce n'était pas facile pour eux. On a entendu des voix discordantes. Il y a beaucoup qui se sont alignés, mais en revanche, il n'y en a pas beaucoup qui se sont penchés sur le vécu des enfants. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté vraiment cette invitation.
parce qu'au quotidien, je pense qu'il nous faudra quand même beaucoup de temps d'humilité pour apprendre ce que les enfants ont vécu durant cette pandémie qui est vraiment dans l'histoire de la médecine quelque chose de vraiment inédit. C'est vraiment très très important. Le témoignage, je tiens à dire que je ne représente pas ici tous les pédiatres. C'est clair. J'interviens ici à mon nom personnel en tant que pédiatre de terrain qui, pendant ces longs mois, a eu à partager l'angoisse des parents, des interrogations face à une situation auxquelles même nous les professionnels, on n'était pas outillés pour répondre de façon adéquate. À ce jour, quand je vois des patients qui me demandent ce que je pense des vaccins qui sont en griffe réglementaire que je vais donner à leur enfant, qui m'interrogent dessus, le choc a été tel que même moi, j'hésite à leur donner une réponse convaincante. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont, avec cette crise, eu une grande défiance vis-à-vis des vaccins. C'est clair. C'est leur gamin, après tout. Et je ne peux pas... Je n'ai pas les arguments assez solides pour leur garantir à 100%, vu que, à l'issue de tout ce qui s'est passé, on s'aperçoit quand même que, qu'on le veuille ou non, on doit reconnaître qu'on a été mené en bateau. Parce qu'il y a eu des dommages, ce qu'on appelle des dommages collatéraux pour les enfants, pour beaucoup d'enfants qui ont été vaccinés, qui sont permettez-moi de dire quand même que, vous savez, dans ce pays, on a muselé des gamins de maternelle avec des masques pendant longtemps. Personne n'a demandé ce qu'ils vivaient. Des maîtresses ont interpellé les enfants. On a renvoyé des enfants à la maison. Les parents étaient sans dessus-dessous et avec des retentissements que personne ne sait chiffrer. Et que quand je vois il y a quelques semaines un ancien ministre de la Santé qui, après avoir dit que les masques étaient indispensables, affirme comme ça platement que non, qu'ils se sont trompés sur les masques. Mais j'aimerais qu'on me dise un peu quel est le retentissement que ça a eu chez les enfants, monsieur. C'est quand même important, non? Vous ne trouvez pas? Bien sûr. Moi, j'ai vu en salle d'accouchement des pères qui ne pouvaient pas rentrer, assister à l'accouchement de leur femme. Des mamans qui, une fois ayant accouché, elles avaient un masque, elles ne pouvaient pas serrer leur enfant dans les bras. Est-ce qu'on peut parler de tout ça? Oui, monsieur, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Donc, c'est quand même quelque chose de dramatique pour moi. Et c'est d'autant plus dramatique qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas la réponse. Alors, ce que vous dites est intéressant parce que hier, j'entendais sur une radio française que du fait que la pandémie repart en France, il y a plus de 45 000 cas hier, que les masques allaient de nouveau utilisés en France. Alors moi, ça signifie que ça va encore nous retomber dessus, alors qu'en Guadeloupe, on est en baisse. Monsieur, tout nous retombe dessus, en fait, depuis toujours, depuis le début. Même quand il n'y a aucun argument, aucune étude scientifique qui soutient cette affaire, tout nous tombe dessus. Donc, en fait, ça nous amène à nous interroger sur quel type de régime nous sommes, en fait. Monsieur, vous vous rendez compte qu'on apprend il y a quelques jours, quelques semaines, qu'on a retrouvé dans le lait maternel de l'ARN messager des vaccins. Ça veut dire qu'une maman qui a été vaccinée, qui va allaiter, va transmettre. Mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? C'est pas dans mon bouquin, j'ai jamais appris ça. Et j'ai des confrères qui, doctement, viennent devant la télé m'expliquer qu'il faut vacciner et les mamans et les enfants. Donc, permettez-moi de dire que... Ça fait triple dose, alors. Je répète, je suis vraiment qu'un pédiatre de terrain. Je ne représente que moi-même et le ressenti que j'ai par rapport aux enfants et par rapport aux familles. Et je dois me dépêtrer avec tout ça. Mais oui, mais ça me pose vraiment de gros soucis. Ce que vous dites, vous parlez bien sûr, Mouna, aussi à titre personnel, représente un certain nombre de personnes, mais ça signifie que, je vous pose quand même la question, les médecins seront de moins en moins crédibles là, demain. Merci, monsieur. Mais vous savez, les médecins eux-mêmes ont perdu la boule depuis que... Et vous savez, attention. Une des Bibles... Non, mais monsieur, non, mais je parle vraiment... Là, je m'engage. Oui, bien sûr. Une des références, un des papiers que nous lisons, qui nous sert vraiment de référence en termes de publication scientifique,
il a été piraté, monsieur. Ah, ça a été piraté. Tu vois de quoi je parle? Oui. Donc, depuis, la parole scientifique est gravement endommagée, quoi. Alors, le serment d'Hippocrate, il est remis en Le cause, cerveau, alors. voilà, il est bafoué. Est vraiment altérée. Et nous sommes vraiment déstabilisés. Monsieur, nous devons au moins cette honnêteté à nos patients. Parce que, vous savez, quand je répète, quand je me penche sur un patient, je vais dire que je m'y penche non seulement en tant que technicien, mais de toute mon âme. Oui. Et au quotidien, on essaie de régler ce petit problème pour que ce petit enfant, il devienne un adulte de demain solide. Oui. Lorsque par-dessus tout ça, il y a des décisions qui sont prises, qui impactent des millions de personnes, sans considération pour ça, on se demande quel est le sens de l'action qu'on fait au quotidien. Ça nous amène à nous interroger sérieusement. Bien sûr. Donc c'est la raison pour laquelle et je crois que même si mes patients ou bien la population guadeloupéenne m'entendent, il faut qu'ils nous pardonnent de ne pas pouvoir être à la hauteur parce que même nous avons été ébranlés. Oui. Et que, bon, modestement, nous n'arrivons pas des fois à nous retrouver dans tout ce qui est colporté comme le message qu'il faut appliquer d'emblée et que, bon, voilà quoi, qui nous perturbe beaucoup. Voilà ce que je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Non, mais c'est très clair ce que vous dites. Et nous avons été vraiment ébranlés, monsieur. C'est la vérité. Nous avons été sérieusement ébranlés. Et mes références ont été... Je ne sais pas. Donc, du coup, j'avance beaucoup plus prudemment. Oui. Je suis d'autant que... Je suis qu'un modeste technicien, monsieur. Oui. Voilà, c'est ça. Mais c'est ma réalité au quotidien. Technicien très humain. Parce qu'en fait, voilà. Il semblerait que la tendance soit à transformer la médecine en ingénieur de production de soins. D'accord, oui. Voilà, donc si on y prend garde, la médecine telle qu'elle a été définie, telle qu'on a juré de la pratiquer, risque d'être piétinée et d'être robotisée. Donc il est important qu'il y ait des résistants dans le monde entier, parce qu'il faut que les gens l'entendent aussi. Il y a une forte résistance de praticiens, que ce soit des praticiens en milieu hospitalier ou en milieu privé, qui ont, comme l'a dit mon cher confrère, qui ont été chamboulés par cette histoire. Ça a été comme un coup de massue, comme une mise à mort, non seulement de sa vie personnelle, mais également de sa pratique professionnelle, puisque des cabinets ont dû fermer. Oui. Des praticiens ont été du jour au lendemain jetés en pâture et jetés dehors de l'établissement où ils exercent. Donc, pour une histoire de piqûre. Donc, c'est ça qui est inédit. Les pandémies, c'est l'histoire de l'humanité. Il y a toujours eu des épidémies. Par contre, la gestion de cette épidémie, de cette pandémie est complètement inédite. Cette façon d'entretenir la peur, cette façon de faire du chantage, cette façon d'accélérer un processus alors qu'il est encore en cours d'expérimentation, avec une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, cette façon de se passer en fait de la compétence des soignants, alors même qu'on est en urgence sanitaire en Guadeloupe, on peut le dire. On peut dire que la Guadeloupe est en urgence sanitaire. Déjà avant la crise Covid, avant le feu, on était en état d'urgence. Pire depuis le feu, pire depuis la crise Covid, et encore pire depuis le passage de Fiona. Donc oui, on regarde et on se sent impuissant. À vrai dire, on se sent impuissant parce que on assiste à un chamboulement de la société. Et pourtant, le médecin qui a fait une promesse à ne pas prendre à la légère, puisque quand on lit les dernières phrases du serment, on dit que je sois méprisé ou déshonoré si je ne tiens pas mes promesses.
Donc le médecin, il est là normalement, il est garant en fait de la vie, de la société, et c'est parce qu'il a un pouvoir qui lui a été conféré au moment où il fait ce serment, qu'il doit faire très attention en fait par rapport à ce pouvoir. Un médecin, avec un médicament ou avec un instrument chirurgical, il peut donner la vie, sauver comme il peut tuer. Et donc il y a ce serment, il y a cette déontologie qui est là pour donner le cadre sacré dans lequel le médecin doit exercer. Voilà. Et là, avec cette gestion de crise qui ne tient plus compte en fait de l'individu, puisqu'on vous parle de masse, on vous parle volontairement de contamination intercontinentale. Donc en fait, dans cette contamination intercontinentale, finalement, l'individu n'a plus lieu d'exister. Eh bien, lui, le médecin, il est là normalement pour ramener la médecine à l'individu, parce que le médecin, il n'est pas là pour faire de la santé publique. Il y a des médecins qui ont cette capacité, effectivement, de lancer des messages de santé publique. C'est dans leur corde, ils savent faire. Mais a priori, d'abord, le médecin, c'est le médecin avec son patient en face de lui. Et il doit considérer le médecin doit considérer le patient dans toute sa globalité et doit respecter son indépendance de décision. D'autant plus si lui, le médecin, n'est pas persuadé, et il a le droit, et en tant qu'individu, de ne pas être persuadé du bien fondé de ce qu'on veut lui imposer. Jusqu'à présent, avant cette crise, on parlait de recommandations. Même lorsqu'on avait des études faites sur plusieurs continents, par de grandes études pharmacologiques, à l'issue de ces études, lorsqu'elles ont passé toutes les phases expérimentales, les tutelles de santé parlent de recommandations. Voilà, on recommande de faire telle ou telle chose. Et donc, le médecin suit les recommandations. Mais il n'a jamais été... L'obligation. Non, on ne peut pas obliger un médecin dès lors que le médecin n'est pas délétère. Le médecin, il a promis justement de ne pas nuire. Donc, c'est une parole donnée, c'est une parole sacrée. À partir du moment où il a fait cette promesse, eh bien, on doit lui permettre d'exercer la médecine en tenant compte de serments qu'il a prononcés. Alors, pour que ce soit quand même clair, je vous pose à tous les deux la question. Demain, on espère que vous reprendrez vos fonctions officielles et obligatoires normalement. Qu'est-ce qui va se passer avec les confrères qui n'étaient pas suspendus? Quel va être le niveau de, je n'ai pas envie de dire de mutualisation, mais de compréhension, d'intercompréhension entre les médecins qui ont suivi aveuglément les directives du pouvoir et ceux qui, comme vous, étaient en résistance? Comment ça va se passer? Parce que demain, vous serez toujours en Guadeloupe, vous aurez... est-ce qu'il y aura deux types de médecins? C'est-à-dire, est-ce que les clients, les gens qui nous regardent, les patients qui nous regardent en ce moment, diront « Ah, en il y a cassé quelques médecins là, ça encore ?» Parce qu'il y a autant l'arrêt là, là, moi, on préfère écouter les médecins qui étaient en résistance. Comment ça va se gérer? Écoutez, non, pour moi, c'est pas une question. Ça va se réparer. C'est pas fondamental. Dès le départ, la tutelle a réussi à nous diviser, en fait. Ah bon, vous êtes déjà divisé? D'accord, ok. Oui, puisque de toute manière, forcément, il y a des gens qui ont choisi de vacciner, de suivre la doxa, et il y a ceux qui... Non, mais je parle pas seulement de la question du vaccin. Attendez, oui, justement. La question de l'obligation vaccinale sur le patient. Donc, ça n'a pas empêché que les patients continuent aussi de choisir leur médecin en connaissance de cause. Hein. Il y a des patients qui sont partis pour, et puis il y a... Donc, aussi. Pour moi, à partir du moment où nous travaillons sur des maladies standards et qui malheureusement, dont on n'a plus parlé pendant cette période de pandémie comme si elles avaient disparu, je crois que le reste de nos démarches de prise en charge, de diagnostic, de traitement, etc., elle changera. Elle sera identique, elle ne changera pas. Oui. Donc,
puis voilà, Si ça ne nous empêchera pas de choix, si vous passez à faire on n'est pas obligé Justement, d'avoir la même religion. dans le serment, c'est ça qui est bien. Non, mais ce serment, il est très fort, Dani, parce que on n'est pas, c'est pas une question de religion. on ne doit pas se diviser. Mais voilà, on ne doit pas se diviser. Donc voilà, c'est-à-dire que quand on relit chaque terme du serment, on va faire preuve de confraternité. Donc il n'est pas du tout question là qu'on offre ça à la population, qu'on dise à la population, écoutez, il y aura ceux qui seront de tel côté. Non, on va travailler à la confraternité parce que nous sommes, c'est notre obligation, la confraternité. Ce qu'il faut, c'est que la médecine retrouve donc le corps médical retrouve son indépendance, son autonomie au nom de l'humanité, au nom de ce que la médecine a promis de faire pour chaque individu sur cette terre. Voilà. Et c'est capital pour la suite, pour demain. D'accord. Voilà. Alors justement, demain, la course antique qui écoutez. Nous qui Rivière des Paix. Oui. Et dernière fois, la docteur Doté avec nous aussi à Capestet. À Capestet. J'ai fait Goyave, Capestet. J'ai fait Goyave, Capestet, et demain c'est Rivière des Paix. Et dernière fois là, donc docteur Doté, nous étions contents, il était là d'avoir, il prend des timounes en charge, justement des timounes qui étaient traumatisés avec Fiona. Et c'est pour ça aussi que c'est important qu'il y ait un pédiatre dans la cour santé. Et nous qui mettez poser tous les effets en nous dans Hall des Sports à Rivière des Paix, mais nous qui aille en mi-temps la cour à Moun Rivière des Paix. Donc nous qui fait porte à porte, nous qui fait du porte à porte pour aller voir ces mouna pour demander yo besoin. Parce que yo traumatisé toujours ces yo non seulement yo traumatisé, mais yo ni des malades qui pèdent remède à yo, qui pèdent l'ordonnance à yo. Donc c'est ça nous constatons. Oui. Mais remède et alors là nous t'ai qu'à dire yo mais aille voir docteur mais docteur moi aussi il en bouleverse, il pète toute bite aille. Donc faut nous te crier les pharmaciens pour yo délivrer ces remèdes là-bas ces malades là et nous t'es quand même surpris par rapport à tout ça qui est tension et diabète. Tension là, Théo, docteur Do était traumatisé parce qu'il constatait que était une madame qui était ni tension et qui était très haut. Mais cycle là, nous voyons ça avec docteur Félicie Delan, qui est diabétologue, endocrinologue, nous constatons que cycle là pas très très déséquilibré. Alors peut-être que c'est en manière nous-mêmes de résistance que nous tenons parce que à force nous taper stress, nous qu'à fin pas adapter nous, mais ça qui était intéressant quand même, c'est de suivre toutes ces menaces parce que pas parce que cycle là pas déséquilibré avec stress là au départ, qu'il péquait déséquilibré dans les mois et enfin dans les semaines et les mois à venir. Donc nous faut nous voir ça, faut nous garder ça. Docteur Dénion. Oui, moi je tiens à apporter un témoignage qui est le vécu personnel qui m'a quand même un peu secoué quand j'étais à Capestet. Parce que, comme je l'ai dit là-bas, quand vous êtes dans le cadre de votre cabinet, dans votre environnement, dans votre confort, c'est pas pareil. Tout va bien. Oui. Tout va bien. C'est-à-dire que vous assénez vos vérités, vous avez votre démarche, vous êtes sûr de vous, et puis ça marche bien. Hein. Mais là, je dois avoir l'humilité de reconnaître que d'être confronté sur le terrain, et c'est-à-dire que même quand vous l'avez imaginé et tout, ça dépasse l'entente. Et du coup, j'avoue avoir perdu un peu mes moyens. Ah oui, ça c'est... Non, il faut être... Si j'ai ce devoir de vérité là avec moi, ça ne me dérange pas. Hein. J'ai perdu un peu mes mots parce que je n'étais pas dans mon environnement, parce que je ne m'attendais pas à voir cette catastrophe-là. Et puis, troisièmement, les gens, ils présentent des pathologies qui sont liées à cette catastrophe et qui ne sont pas des pathologies habituelles. Et donc, il faut apporter des réponses instantanées et rapides. Tout à fait. Parce qu'ils sont en train de s'aggraver. Et j'étais d'autant plus désarçonné qu'on n'était pas nombreux en tant que soignants. C'est la raison pour laquelle je me suis senti vraiment obligé de lancer un appel. C'est vraiment un appel au secours. Et c'est là où j'ai pris la mesure quand on dit qu'il y a un désert médical en Guadeloupe, c'est sérieux. Les gens, ils ont vraiment besoin de soins parce qu'il y a beaucoup qui sont... et de façon chronique, en dehors du soin, ils ne sont pas pris en charge. Et Fiona les a aggravés. Et nous ne sommes pas assez nombreux pour ça, et surtout, nous ne sommes pas organisés pour ça, parce que nous avons pris l'habitude de faire de la médecine
de cabinet, de la médecine ou hospitalière qui n'est pas adapté à cette situation. Nus, ça. Et là, ça m'a déstabilisé. Voilà ce que je voulais dire. Et je crois que nous devons être assez matures pour prendre conscience de notre situation spécifique en Guadeloupe et nous y organiser en conséquence. Sinon, on n'est pas à la hauteur. Je suis désolé de le dire, mais c'est sincère. C'est très juste, d'autant plus que oui. c'est ça qui est venu avec le docteur Do, c'est sa sincérité. Et il est obligé d'être sincère parce que les enfants sont sincères. Donc forcément, ça a retenti sur lui. Mais ce qui est nouveau, c'est vrai pour nous, c'est que en fait, la nature nous donne des leçons. Ces crises-là nous obligent à sortir de nos zones de confort. Et c'est vrai que là, en fait, en étant sur le terrain, on retrouve notre serment. Parce que le serment, au point de départ, c'est ça, c'est aller chez la personne et constater le début de la maladie, empêcher que la maladie se développe. Et si la personne va à la mort, eh bien, le médecin l'accompagne jusqu'au bout. Mais en tout cas, dès le départ, il est là. Il est là à la naissance. Il est là quand il y a des soucis ou quand il y a des joies. Et il accompagne lorsqu'on ne peut plus permettre à la personne de vivre. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on est en train de redécouvrir en fait avec la Coup-Santé et en particulier en ces moments de crise, de surcrise avec le passage de la tempête Fiona. On est au début de la maladie, c'est-à-dire que là, on voit les gens et on sait on sait quel va être leur parcours et on sait ce qu'il faut faire pour empêcher qu'ils développent la maladie. Si on parle par exemple de la leptospirose, nous, on a l'habitude, moi en tant qu'hospitalière, j'ai l'habitude de voir les gens dans un état grave lorsqu'ils ont la leptospirose avec un rein qui ne fonctionne plus. On a la possibilité, là, en étant sur place, de prévenir l'aggravation et de prévenir même la maladie. On dit aux gens, mettez des souliers, mettez bottes, mettez gants, pas boire de l'eau à robinet là. Donc, on voit, et tout de suite les gens nous disent merci, donc il faut faire de la prévention. La prévention est très très importante et c'est le rôle de la Coup-Santé, c'est ce qu'on va faire demain à Rivière-des-Pères. On vous remercie tous les deux d'être venus. Avec le CECAS. Oui, on a apprécié votre témoignage, sa sincérité, sa profondeur. Mouna, c'est déjà une habituelle de la Coup-Santé du ZCL. Merci, à jeudi prochain. Jeudi prochain, je vais payer pour côté. Donc, on va tourner. Nous passons, nous avons crié, nous avons dit, j'en profite pour dire merci au CECAS de Capesterre, en particulier, donc Mme Fédéro qui nous a très très bien reçus. Là, je suis en lien aussi là, avec le CECAS de Basse-Terre, donc merci d'ores et déjà, parce que Yokai Poté Monève, et c'est ça aussi, on doit vraiment faire ce lionnage, ce vrai lionnage entre la médecine, le social, parce que la santé, je termine avec ça, c'est très important, c'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, c'est aussi le bien-être mental, physique et sociétal. Voilà, merci à vous deux. Il est 13h, exactement 13h02, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure avec Madame Romuald, elle est directrice générale adjointe de l'insertion, on va parler de notre sujet à tout à l'heure. Merci. Nous sommes de nouveau avec vous. Il est déjà 13h et exactement, je vous vérifie, 9 minutes. Nous avons avec nous deux femmes. Madame Catherine Romuald, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale et adjointe à l'insertion, conseil général. C'est cela. Conseil départemental, on dit aujourd'hui. Et Francis Bernard, fondatrice de On parle pour grand monde. Elle va nous expliquer tout à l'heure ce que c'est, surtout dans la période actuelle. De toute façon, j'ai presque l'impression que vous mutualisez un petit peu au niveau, sans l'avoir fait exprès. On a deux personnes qui agissent à peu près dans le même secteur. On revient à l'actualité. L'actualité, c'est la mobilisation des parents d'élèves à l'école Hilarion Léogane pour la fermeture d'une classe. Et pour ça, nous avons envoyé sur place Charlie Dagonia qui nous explique ce qui se passe là-bas. On regarde. Là, on apprend qu'ils veulent clôturer une classe de CM2, c'est-à-dire celle de ma fille, et faire une classe à double niveau, CM1, CM2, et une classe de CM2. Donc, on conçoit que ça arrive dans certains établissements qu'il y ait des classes à double niveau. Simplement, on nous dit ça un mois après que les enfants ont commencé les cours avec la nouvelle maîtresse, une maîtresse avec qui les enfants s'entendent bien.
qui fait du bon boulot. Et donc du coup, pour nous, c'est pas acceptable, puisque les enfants, ils vont en 6e l'année prochaine. C'est une année assez clé pour eux, c'est-à-dire que s'ils ne suivent pas le programme à la lettre, ils seront vraiment en difficulté l'année prochaine. Ce qui nous a été annoncé, c'est que les effectifs, en tout cas, ne permettent pas le maintien de l'ouverture de la classe, tout simplement. C'est une histoire de chiffres, d'effectifs, et derrière, les difficultés vraiment de nos enfants ne sont pas forcément prises en compte. En tout cas, on nous laisse entendre que c'est pris en compte, mais quand on va au fond des choses, on se rend compte qu'il y a un problème. Si on était... Dès la rentrée, quand on était rentré, on nous dit bon voilà, c'est comme ça et c'est tout. Voyez, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. On a commencé normalement avec nos 2 classes et puis au final, on veut nous en couper une, faire à double niveau comme je vous disais. Et donc pour nous, c'est vraiment pas intéressant pour les enfants parce qu'il y a des enfants qui sont un petit peu plus en difficulté que d'autres. Et même au niveau du professeur qui aura la classe à double niveau, tout ça, donc c'est compliqué. Donc nous, on voulait montrer qu'on est contre cette décision et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. On est en contact régulier quand même avec eux, avec l'Éducation nationale. Ce matin encore, j'ai eu le DAZEN en ligne. C'est le responsable de tous les inspecteurs, donc je l'ai eu au téléphone ce matin. On essaie quand même, au-delà de la mobilisation, on essaie de trouver des moyens d'accompagnement pour les enfants. On essaie de trouver des solutions parce que quand on bloque l'école, qui est pénalisé finalement? Ce sont les enfants parce qu'ils ne vont pas à l'école. Il y a des personnes qui ont la possibilité pédagogiquement d'accompagner leurs enfants, d'autres non. Donc forcément, ils sont pénalisés les enfants. Mais derrière, c'est de savoir aussi dans quelles conditions on reprend. Voilà, il y avait un problème similaire, mais en 5e, c'était à Bouillante, au début de la rentrée, au tout début de la rentrée scolaire. Et c'est la mobilisation des parents qui a permis de remettre en place, si on peut parler comme ça, la classe de 5e qui avait été supprimée au collège de Bouillante. On espère qu'à aller au Gano Abîmes, que la situation sera similaire, qu'on trouvera une solution, parce que c'est vrai qu'un enfant qui est en CM2, qui prépare une 6e, si on regroupe un CM1, un CM2, c'est pas le même niveau tout à fait, et ça peut créer des problèmes pour les enfants, surtout de plus que les enfants souvent viennent de subir une situation un peu particulière. Et donc, il ne faut pas ajouter des problèmes à des problèmes. Alors, on reçoit Madame Romuald, je l'ai dit, elle est directrice générale adjointe de l'insertion. Quand on parle d'insertion, on parle automatiquement du RSA. Il y a combien de gens qui touchent le RSA en Guadeloupe à peu près aujourd'hui? On va dire un peu plus de 40 000 allocataires du RSA. Oui. À cela, il faut ajouter leurs ayants droit. Les ayants droit, c'est-à-dire, oui. On peut avoir un foyer où il y a une maman, par exemple, qui touche le RSA, et puis il y a ses enfants, et qu'on les comptabilise comme étant des ayants droit, des bénéficiaires du RSA. Voilà. Et si on compte la population globalement qui vit aujourd'hui du RSA, on arriverait à pas loin de 76 000 personnes. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Quel est en moyenne le niveau de revenu, enfin revenu entre guillemets, d'un allocataire? Alors aujourd'hui, l'allocation pour une personne isolée est aux alentours de 550 € à peu près. Oui. Et puis au fur et à mesure, s'il y a des personnes, comme je disais, à charge de cet allocataire, donc il y a des parts supplémentaires qui vont s'ajouter. Alors donner une moyenne, c'est un peu compliqué, oui. mais voilà, en tout cas un allocataire seul... Ça n'arrive pas à 1 000 €, non? Probablement qu'en cumulant plusieurs allocations, on ne serait pas loin de ça. Il n'y a pas que le RSA. Donc, il y a le RSA et d'autres voilà, allocations, logement, etc. Voilà, tout à fait, qui peuvent venir compléter donc, les revenus. Ça rend quand même la situation assez précaire pour ces gens-là. Ah oui. Oui. Justement. On voit le coût de la vie aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une revalorisation de cette allocation il n'y a pas très longtemps, sur décision du gouvernement. Il a été question, justement, pour pallier cette inflation, d'augmenter cette allocation de 4%. Et nous ne sommes pas à l'abri en fonction de la façon dont les choses vont évoluer. Si cette inflation se développe encore plus, que l'État prenne la décision, effectivement, de revaloriser cette allocation. Le niveau, parce que vivre avec 500 € aujourd'hui... C'est un peu compliqué. C'est même très compliqué. Et donc, qui a droit finalement à ces allocations? Alors, quel âge? Écoutez, on regardait d'ailleurs tout à l'heure les chiffres un peu en détail avec le président de la collectivité. Aujourd'hui, donc dans le fichier, nous avons des moins de 18 ans, mais c'est parce que ce sont ce sont des femmes qui ont eu un enfant, donc elles sont éligibles à ce moment-là à cette allocation. Sinon, c'est à partir de 25 ans.
Donc, les personnes doivent s'adresser sur l'extranet de la CAF pour déposer leur dossier, donc déposer leurs pièces. Il y a une instruction qui est faite et en fonction de ça, voilà, elles reçoivent cette allocation. Il y a une combinaison entre ce que donne la CAF et ce que donne votre organisme? Alors, il faut savoir que aujourd'hui, la collectivité départementale est le payeur de l'allocation RSA, mais c'est la CAF qui met finalement en paiement. Beaucoup de personnes qui sont allocataires du RSA ne savent pas que ce sont les fonds de la collectivité départementale qui permettent de financer le RSA. Et donc, nous nous appuyons sur les services de la CAF pour la mise en paiement de cette allocation auprès des allocataires. Oui. Alors, l'autre question, bien sûr, on est RSA à vie, comment ça se passe? C'est pas un job? Ah mon Dieu, ben, j'espère que non. Oui. Non. Alors, il faut savoir que c'est une allocation. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, une personne peut se retrouver dans une situation difficile et avoir recours à l'allocation, ce qu'on appelle les accidents de la vie, entre guillemets. Donc, elle peut se retrouver allocataire du RSA. Mais pour autant, la collectivité départementale porte ce qu'on appelle une politique publique d'insertion qui a pour mission essentielle, mais finalement, d'accompagner les allocataires et faire en sorte qu'ils puissent ressortir, ne pas être à vie, comme vous le dites dans le fichier, et de pouvoir se réinsérer grâce à son programme départemental d'insertion. Oui, alors c'est... Au niveau pratiquement, c'est de la professionnalisation, c'est-à-dire que c'est le cheminement vers la professionnalisation. Mais comment ça se passe? On accompagne la personne sur des stages, sur de la formation? Comment ça se fait? Alors, le PDI, c'est ça? Voilà, le programme départemental d'insertion. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a plusieurs positions. Ça dépend de là où on prend l'allocataire. On fait aujourd'hui de l'orientation sociale, mais aussi de l'orientation professionnelle. Oui. Donc, tout le monde n'est pas prêt à retrouver de suite le marché du travail, parce qu'on va avoir un certain nombre de freins qui auront été détectés autour de cette personne. Quand on parle des freins, on peut parler des freins à la mobilité, on peut parler des freins liés à la santé, on peut parler des freins liés au logement. Donc, il y a plusieurs facteurs, et quelquefois, ça peut être multifactoriel. La personne va cumuler plusieurs freins et aura besoin de cet accompagnement. Donc, dans le programme départemental d'insertion, vous avez un volet social qui a vocation donc, à accompagner les bénéficiaires du RSA par des mesures sociales. Donc, quelquefois, ça peut être des mesures de retour à logement, pour le logement, de retrouver un logement. Ça peut être aussi de l'accompagnement lié à la santé, à des problématiques quelquefois très, très sociales pour certains bénéficiaires du RSA qui sont parfois en rupture avec le système et qu'il faut, entre guillemets, resocialiser, c'est-à-dire ramener dans un circuit classique, on va dire, d'une journée quotidienne. Et puis, il y a un volet professionnel, effectivement, dans ce programme départemental d'insertion. Et là, on va trouver un ensemble de dispositifs qui vont aller de l'emploi de transition jusqu'à l'emploi dans un emploi, enfin, dans un métier. Et l'idée, c'est de regarder avec les personnes où est-ce qu'elles en sont. Est-ce que si elles ont besoin de faire un bilan de compétences, par exemple, on va accompagner via les partenaires avec qui nous travaillons. On a lancé il n'y a pas très longtemps des ateliers parcours d'insertion parce qu'on s'est rendu compte que les personnes rentraient dans des dispositifs de formation mais n'étaient pas encore prêtes finalement à revenir entre guillemets dans un dispositif d'apprentissage qui leur permettrait de ressortir avec des compétences approfondies. Donc on va passer par ces ateliers parcours d'insertion qui vont permettre de remettre le pied à l'étrier, de lever des freins au fur et à mesure et de leur permettre de rentrer dans une formation. On soutient aussi les contrats aidés, vous en avez entendu certainement parler. Un certain nombre d'entre eux sont dans les structures d'insertion par l'activité économique et d'autres sont dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, secteur que nous soutenons par ailleurs pour permettre justement d'insérer ces personnes dans l'emploi. Et nous avons développé très récemment un partenariat avec le monde économique parce que qui dit insertion dit qu'il faut qu'il y ait des entreprises derrière pour recruter des personnes. Vous faites des job dating aussi? Voilà, on fait des job dating. On a une plateforme emploi, Job 971, qui en fait permet aux entreprises qui recherchent un salarié de pouvoir déposer une offre et nous, nos bénéficiaires du RSA peuvent déposer des CV dessus et donc ça permet de matcher l'offre et la demande. Pôle emploi, alors, à ce moment-là. Alors, on travaille aussi avec le Pôle emploi. Pôle emploi est notre partenaire puisqu'une partie des offres de Pôle emploi peuvent être déposées sur la plateforme. L'originalité de la plateforme, en fait, c'est qu'elle va matcher les compétences recherchées entre une entreprise et possédées par un bénéficiaire du RSA, mais sur un secteur géographique. Donc, l'employeur peut trouver tout de suite au plus près de chez lui des compétences disponibles. Madame Omual, les gens qui vous regardent en ce moment,
qui sont en difficulté. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, sur le territoire de Guadeloupe, toutes les institutions qui travaillent dans l'accompagnement des publics en recherche d'emploi, nous sommes là pour accompagner ces personnes. Les portes sont ouvertes. On est de plus en plus dans l'allée vert. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui par rapport à ces notions de tiers-lieu. Oui. On sait que ça peut être difficile pour les personnes de se rendre dans les institutions aujourd'hui parce que quelquefois, il peut y avoir une perte de confiance. Oui. On peut ne plus croire en l'institution et se dire à quoi bon venir. On peut être coupé aussi. Hein. On peut être coupé aussi, voilà. Par des phénomènes, on parlait des freins tout à l'heure. Hein. Oui. On a beaucoup de personnes qui relèvent de l'illettrisme ou de l'électronisme, voilà, qui ne peuvent pas se déplacer, des problèmes de mobilité. Qui n'ont pas de téléphone en ce moment. Qui n'ont pas de téléphone. Qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'Internet. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que avec dont je suis venue vous parler, ces tiers-lieux que nous sommes en train de développer, c'est justement pour répondre aussi à ces problématiques de mobilité. C'est de rentrer dans les territoires avec des espaces qui sont plus conviviaux, mais qui sont aussi là pour soutenir et pour accompagner ces personnes qui sont en recherche de solutions. Oui, parce que les gens souffrent en ce moment, et Fiona a augmenté ou... pas la capacité de réponse, mais au moins les problématiques. Ah, certainement. Vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure, hein, les problèmes de connexion, Internet, problèmes d'électricité. Donc oui, on a vu que nous avons des citoyens qui ont perdu beaucoup de choses aujourd'hui et qu'il faut aider, qu'il faut accompagner. Donc Fiona a certainement, pour certains, amplifié le phénomène de précarité. Et l'autre question, on m'a parlé de quelque chose qui s'appelle le NeoJob. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah, oui. Alors, NeoJob, en fait, c'est le serveur qui porte la plateforme Job 971. D'accord. Donc, c'est cette plateforme que j'évoquais tout à l'heure et qui permettait de rapprocher une offre et une demande d'emploi entre un bénéficiaire du RSA et une entreprise du territoire ou une association du territoire. Alors, est-ce que vos agents sillonnent le territoire pour porter la bonne parole que vous donnez là, ou alors est-ce qu'il faut simplement aller sur la plateforme pour avoir les renseignements quand on a accès à la plateforme, bien sûr? Alors, pas du tout. On a une équipe dédiée à la plateforme Job 971. Donc, Madame Christine Baron en est la responsable et elle est accompagnée de conseillers numériques. Et nous nous déplaçons. Donc, très bientôt, là, on va lancer ce qu'on appelle les BICA Job. Donc, ça veut dire qu'on va aller sur les territoires pour mettre en place, à travers des ordinateurs qu'on déplace, portables, des ateliers pour permettre donc aux bénéficiaires du RSA de venir à notre rencontre dans leur commune et pouvoir saisir en ligne leur CV parce que quand même, beaucoup ont besoin d'être accompagnés. Donc, c'est pas toujours très facile d'appréhender l'outil informatique. Oui. Donc, nos conseillers numériques sont à leur disposition. Et donc, on pratique effectivement l'aller vers, c'est-à-dire qu'on sort des bureaux, on va hors les murs, on transporte le département. Je croyais qu'on était toujours dans votre bureau climatisé. Pas du tout. On va hors les murs, bien sûr. Nos référents insertion, pareil, participent au forum emploi qui sont mis en place par les communes, y compris le samedi, je le dis, parce qu'on était à Sainte-Rose il n'y a pas longtemps. D'accord. Et c'est vrai qu'on a vu passer beaucoup de monde et on a retrouvé nos populations bénéficiaires du RSA où on faisait la promotion là, du dispositif Pass Culture qui en fait permet aux enfants des bénéficiaires du RSA de prendre en charge une partie donc, de leur pratique sportive dans un club ou sportif ou un club culturel. Donc voilà, donc on va sur le terrain. Peut-être qu'il faudra communiquer un petit peu plus. Certainement. Donc, c'est aussi le but du jeu. Quand on vient à votre rencontre aujourd'hui, on investit quand même beaucoup les réseaux sociaux, de plus en plus. Donc, par exemple, la plateforme Job 971 bénéficie donc d'une communication spécifique sur les réseaux sociaux du département. Et le BICA Job, vous allez bientôt recevoir donc les lieux et les dates. Donc, on vous verra plus souvent. Peut-être pas forcément que moi, mais toute l'équipe. Les services du département, se mobilisent. Oui, parce que je pense que ça devient une grosse nécessité en ce moment. Les 13h24, on vous remercie. On prend la deuxième pause tout de suite et on va retrouver tout à l'heure Madame Bernard qui est déjà là, avec elle on va parler de On parle pour grand monde au PGM, comme ça que ça s'appelle. Bien sûr. Oui. Bon, nous couper les deux, On parle pour grand monde. Alors un petit moment, restez avec nous. On prend la deuxième pause.
Dernier retour sur le plateau du ZCL News. Madame Romuald a encore quelques petites informations à nous donner. Oui, juste vous alors dire que j'étais venue faire la promotion de l'appel à projet pour la mise en place de tiers-lieux. Oui. Donc les tiers-lieux, rapidement pour vous dire ce que c'est, ce sont des espaces en fait qui, c'est pas le travail, c'est pas la maison, mais c'est des espaces d'échange. Voilà, c'est entre les deux. C'est un tiers. Exactement, c'est un tiers-lieu, c'est des lieux de resocialisation, on va dire. Et le conseil départemental accompagne leur installation. Aujourd'hui, nous avons conventionné à peu près une douzaine de tiers-lieux. Ah bon? Et on souhaite le faire de façon active et proactive parce que ce sont des espaces qui permettent à nos bénéficiaires du RSA de rompre la logique d'isolement dans laquelle un certain nombre d'entre eux se trouvent aujourd'hui. Et justement pour lever les freins à la mobilité. S'ils trouvent des espaces dans leur commune au plus proche pour réaliser des ateliers de resocialisation, des ateliers autour du numérique, des ateliers autour du bien-être, parce que généralement dans les tiers-lieux, on trouve un peu, on va dire, un melting pot d'activités. Plusieurs acteurs qui se partagent cet espace-là, qui mutualisent, qui se rencontrent, qui peuvent créer. On connaît beaucoup plus le mot de coworking, mais il n'y a pas que les coworking. On a aussi, un tiers-lieu peut intégrer un coworking. Où est-ce qu'il se situe, par exemple, à Trois-Rivières, il y en a? Oui. On en a un, mais oui, celui de Kanawa qui est situé sur le bord, voilà, et qui a bénéficié de l'accompagnement de la collectivité départementale et qui, pour nos bénéficiaires du RSA, met en place de temps en temps des ateliers autour de la culture amérindienne, la poterie, l'alimentation qu'il y avait à cette époque et tout. Et donc, l'originalité de nos appels à projets, c'est qu'on essaye de faire aussi que les tiers-lieux aient quelque part une référence. Donc, on a un tiers-lieu autour des métiers de la mode et du recyclage à Capesterre-Bello. On a celui de Vieux Habitants qui a ouvert la semaine dernière, qui est plus dans le numérique. Vendredi, on inaugure celui de Sainte-Rose, qui est autour des métiers de la mer. Donc voilà, on essaye de faire qu'il y ait un cachet particulier dans ces tiers-lieux. Voilà. Donc l'appel à projet est ouvert. Donc il est ouvert jusqu'au 12 octobre. Nous invitons tous les porteurs de projets, qu'ils soient du secteur privé ou public, d'ailleurs aujourd'hui, de déposer donc leur demande. Mais à qui? Alors, nous avons donc une adresse internet. Donc, s'ils vont sur le site du conseil départemental, donc www.cg971.fr, ils vont pouvoir retrouver le texte de l'appel à projet et le cahier des charges. Ok, bien. Vous voulez avoir un tiers-lieu dans chaque commune, en fait, c'est ça l'idéal? L'idéal, ça serait bien. Et ce qu'on essaye de faire, parce qu'il n'y a pas que le département, la région a soutenu aussi quelques projets de tiers-lieux. Donc, on en a quand même un certain nombre, rien que pour le conseil départemental, il y en a 12 maintenant qui sont labellisés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, vous savez, on a une difficulté dans les communes parce que les services publics s'en vont de plus en plus et se développe le concept de maison France Service. Donc les tiers-lieux aujourd'hui, on en a qui ont la double labellisation, donc tiers-lieux porté par le département, la labellisation maison France Service et même nous travaillons en partenariat avec la CAF aussi pour que ça soit des centres de vie sociale. Donc, ils peuvent aussi aller chercher cet agrément au niveau des services de la CAF et ça permet que le tiers-lieu construit un peu un modèle économique pour pouvoir proposer de l'activité et maintenir du lien social dans la commune. Voilà. Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui sont intéressés. Autre information, c'est tout pour l'instant. Alors, je me tourne vers Madame Bernard, elle est fondatrice de l'association, j'ai dit, on parle pour grand monde. Francis Bernard, merci d'être avec nous. Expliquez-nous un peu ce que c'est cette association, on parle pour grand monde. Alors, c'est une association qui a été créée en février 2019 et qui s'adresse essentiellement aux personnes âgées. On parle pour grand monde, donc ces personnes âgées. Et l'orientation que nous avons donnée donc, à cette association, c'est de s'adresser aux personnes âgées, d'accompagner plutôt les personnes âgées qui sont atteintes de troubles cognitifs. D'accord. Voilà, donc, pas uniquement ceux qui ont des troubles cognitifs. Uniquement ceux qui ont des troubles cognitifs. Oui. Et vraiment, ma mission au quotidien, c'est d'aider les personnes de manière générale à changer de regard justement sur ces troubles cognitifs dont on a un peu peur, malheureusement. Et dont on ne connaît pas non plus ce que c'est réellement. Donc, ma mission est vraiment de les aider à changer de regard. Et le thème de cette semaine consacrée aux aînés et aux retraités, justement, un thème qui me parle vraiment, c'est « Changeons de regard sur les personnes, sur la vieillesse et brisons les idées reçues ». Et pour ma part, plus encore, pour ces personnes donc, atteintes de troubles cognitifs, c'est important. Donc,
c'est pour moi une très belle occasion de faire la lumière sur des solutions qui existent pour faciliter les aidants dans l'accompagnement de leurs proches atteints. Alors, c'est vous-même qui allez sur place ou il y a des aidants qui... comment ça se match, si on peut parler comme ça? Alors, pour l'instant, c'est essentiellement nous, animateurs, qui allons à domicile. Vous faites de l'animation, en fait, à domicile? Nous faisons de l'animation à domicile, nous faisons un accompagnement qui est spécifique puisque j'ai aussi une formation d'accompagnatrice conseil formée à l'approche Montessori. Donc Oui. c'est vraiment une approche qui est différente, si vous voulez, dans un accompagnement qui serait juste de l'animation pour Alors, qu'est-ce que vous faites de soulager particulier? quelqu'un. Alors, donnez-nous un exemple un peu. Voilà. Alors, concrètement, lorsque nous utilisons cette approche, nous permettons déjà aux aînés de gagner en autonomie, de prendre conscience de leur capacité de gagner en autonomie. Et aux aidants, eh bien, on leur apporte des outils pratiques, concrets, simples, pour ne pas s'épuiser et pour ne pas, on va dire, déprimer. Alors, on explique aux aidants comment redonner à leurs proches le contrôle de leur vie. Par exemple, de respecter leurs choix, leur liberté, leur rythme, leur individualité. Comment et pourquoi il faut donner aux aînés une bonne raison de se réveiller le matin. Et je pèse mes mots. Je ne sais pas si j'aurai le temps de développer, mais vraiment leur donner de bonnes raisons de se réveiller le matin. Ça veut dire quoi, une raison de se réveiller? Ça veut dire qu'ils ne se réveillent pas le matin? Ça veut dire que bien souvent, nos aînés qui sont atteints de troubles cognitifs se rendent compte de leur situation. Oui. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et on les entend souvent dire en cabine fou, en capette tête en moins, en pas comprendre qu'est-ce qui arrive moins. Et donc, ils dépriment. Et il y en a même qui disent en pas envie de vivre encore. Ça, c'est des choses que j'ai rencontrées dans ma pratique sur le terrain. Il y a un monsieur qui me disait pourquoi bon Dieu pas venir chercher moi? Alors, vous voyez, quand on a des gens aussi dépressifs, anxieux, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, c'est notre mission d'essayer de remettre un petit peu. C'est ça, animer, donner vie, redonner l'envie. Et ça se passe par des petits jeux, des animations particulières. Vous racontez des contes, enfin je sais pas, je pose la question. Alors, ça pourrait être ça pourrait être une activité. Oui. Quelqu'un qui a envie de prendre un café, par exemple, quand vous arrivez, ben, ça a du sens pour lui au moment où on arrive, ben, on en fait une activité. Oui. On va prendre le café avec lui, trouver, puisqu'on prépare, on a quand même un projet de vie. C'est quoi le projet de vie? C'est le parcours de cette personne, ce qui l'intéresse, ses petits plaisirs, ses routines. Donc, on va chercher dans son projet de vie, dans son parcours, des sujets facilitateurs. Donc, des choses qui vont lui permettre d'échanger, d'être en interaction avec nous. Alors, il y a un autre problème auquel vous devez être confronté, que vous devez ne pas ignorer, c'est que les aidants sont de plus en plus fatigués aussi. Exact. Parce que quand on s'occupe, par exemple, d'une personne qui a Alzheimer, c'est compliqué. Pour les parents même, c'est compliqué, mais pour les aidants, c'est compliqué. Et est-ce que, à ce niveau-là, votre action touche aussi les aidants en leur donnant, j'ai envie de dire, le mode d'emploi? Exactement. Alors, est-ce que c'est un mode d'emploi? Enfin, j'ai dit mode d'emploi. On les guide, par exemple, dans la création d'un environnement, entre guillemets, parlant. Qu'est-ce que c'est? C'est un environnement qui est facile à utiliser par la personne qui est malade. On va lui mettre, par exemple... alors, je vais vous donner un exemple. Ça va être plus simple. J'arrive chez une dame un matin, sa fille est en bas, sa mère est en haut, et donc la fille me reçoit, m'accueille, et elle me dit ça y est, la maladie évolue, maman ne sait plus faire le café. Et elle a pas pu faire. Alors, je lui dis, mais c'est pas un problème. Elle lit, elle voit donc, elle marche, elle peut tenir, ben on va utiliser ça. Donc, je lui dis, on mettra une petite affiche pour dire à sa maman, en 1, tu appuies, on peut mettre une gommette, je ne sais pas, en 1, tu appuies sur le bouton jaune, en 2, on va utiliser d'autres perceptions qui restent, dont la lecture, qui reste
accessible D'accord. très très longtemps, pour permettre à la personne de rester autonome, de maintenir son autonomie. C'est pour ça que on les guide vraiment dans la création de cet environnement D'accord. parlant, simple à utiliser pour la personne âgée, pour qu'elle reste autonome. Et puis, il y a des symptômes dans ces maladies, comme les troubles du comportement et de l'humeur, qui sont peut-être un peu plus difficiles à gérer. Et il faut savoir qu'un comportement perturbateur, ou on dit aussi problématique, ce ne sont pas des comportements qui sont dus au hasard. Il n'y a pas de fatalité, ils ont une origine. Alors, ce que nous, on propose aux aidants, c'est ce qu'on leur apprend aussi, à mener une enquête, comme un détective. Donc, on met en place avec eux une démarche d'analyse qui va nous permettre de comprendre, Oui. de trouver et de trouver des solutions, comprendre ce qui se passe sur ces périodes de crise et de trouver des solutions avec des questions simples. Alors, par exemple, qui est cette personne? Quels sont ses centres d'intérêt, ses motivations? Qu'est-ce que la personne a eu comme comportement? Donc, est-ce qu'elle a été agressive? Est-ce qu'elle a déambulé avec ou sans but? Parce que des fois, les déambulations sont avec des buts. Vous voyez la personne dans une démarche de recherche. Elle va rechercher des personnes, des objets, des lieux. Et des fois, on les entend souvent demander pour des gens qui sont déjà décédés depuis très longtemps. Ou dans une démarche exploratrice. Donc, ils vont toucher tout ce qu'il y a autour d'eux. Et ensuite, la question, où est-ce que ça se passe? Où est-ce que ça s'est passé, le trouble? Ou bien, où est-ce que ça ne se passe pas? Et cette question-là nous amène beaucoup d'informations précieuses dans la démarche d'analyse, dans l'enquête. Ensuite, comment? Est-ce que ça a été de l'opposition? Donc, un refus des soins d'hygiène, par exemple. Un refus de manger, un refus de prendre ses médicaments. Ou est-ce que ça a été des hallucinations? Ou bien quand? Est-ce que c'est plus le matin, plus au moment des repas? Est-ce que c'est plus le soir, en fin de journée? C'est important, je vous assure, c'est important de faire... Non, c'est que ça me rappelle autre chose. Et c'est parfois difficile de donner du sens, mais c'est vraiment en faisant cette analyse qu'on arrive à mieux comprendre certaines réactions, à comprendre ce qui a emmené une personne à réagir ou à faire telle ou telle chose. Est-ce qu'on peut anticiper? Oui. On peut même plus qu'anticiper, plus que prévenir. On peut faire disparaître un comportement perturbateur ou dit problématique, ou alors réduire peut-être l'intensité ou la récurrence. Alors, donc, cette semaine, vous allez faire ce travail-là? Exactement. Oui. Exactement. C'est vraiment quelques pistes d'apaisement pour vivre en harmonie avec son proche. Et ce qui est important, c'est par rapport au thème, ce que cela exige, c'est vraiment de changer le regard sur ces maladies, changer le regard sur ces personnes qui ne sont pas folles. La démence, ce n'est pas la folie, c'est vraiment une perte progressive des neurones, et de briser ces idées reçues, de chambouler toutes ces idées reçues et ces idées préconçues sur ces maladies. Ben, on vous a bien écouté. J'espère que les aidants qui vous regardent en ce moment ont compris votre message et vont l'appliquer en toute facilité. Voilà, il est 13h50. On va tout de suite passer à la chronique habituelle de Sandy Kelly, notre chroniqueuse un petit peu mode, etc., qui s'intéresse aux femmes. Et elle a rencontré cette fois-ci une influenceuse. On regarde tout de suite la chronique. C'est parti. Bien sûr, vous êtes dans le Z-Série News et c'est l'heure de Sandy. Bonjour Sandy. Bonjour Danick, bonjour à tous. Tu es de retour? De retour, oui. Oui.
et avec quelqu'un de particulier. C'est ça. Donc, j'ai eu le plaisir de recevoir une créatrice de contenu digital, autrement dit également une influenceuse. Oui, intéressant. Oui, Très c'était intéressant. top. Franchement, on a passé un super bon moment. C'est une fille une femme Oui. qui est très agréable et une femme pétillante. Vraiment un très bon moment. Donc, on va regarder ça avec plaisir. C'est parti. Bonjour Aurélie. Tu vas bien? Ça commence fort. Oui, ça commence. Alors Aurélie, j'ai le plaisir de te recevoir en plus dans un très beau cadre. Nous sommes à Petit-Bourg, commune que tu connais. C'est ma commune. Ta commune. Et nous sommes dans un restaurant, le restaurant Le Ropso à Colin-Petit-Bourg. Tu as vu où est-ce que je te reçois quand même? Oui, j'ai Tu as vu, vu ça? j'ai vu que tu as fait un effort. Franchement, je suis contente Hein? parce que maintenant, je pense que je vais venir là plus souvent. Voilà. Hein? Mais c'est grâce à toi. C'est un plaisir de te recevoir dans la chronique S2M. Et en plus, là, nous sommes en extérieur. C'est vrai, top. c'est vrai. Hein, donc, on va parler de toi, de ton parcours, Aurélie. Quel beau parcours. Déjà, avant toute chose, Mhm. merci pour l'invitation. Avec Merci, plaisir. ça fait plaisir. Avec plaisir. En tout cas, surtout les personnes qui me suivent m'ont demandé. C'est vrai? Beaucoup de personnes m'ont demandé. Merci à effectivement, vous. Donc voilà, nous répondons aujourd'hui à ces différentes demandes. D'accord? Et j'aimerais parler de ton parcours. Aïe. Hein, Aurélie? De ta notoriété, de ta nouvelle notoriété. Oui. Comment tu vis ça? C'est pas facile parce qu'en fait, je pense que les gens, ils pensent souvent que c'est quelque chose, en fait, comment dirais-je, qu'on vit avec, c'est vrai. Mais comme c'est nouveau, c'est pas facile à gérer. Surtout que moi, quand même, j'ai quelqu'un dans ma vie, j'ai une famille. Et c'est vrai que les gens n'étaient pas habitués à ça. Donc maintenant, c'est assez compliqué. Tu les as entraînés aussi là-dedans. Voilà, parce que du coup, ben, ils ont un petit peu, comment dire, ils sont un petit peu obligés d'accepter. En fait, ils n'ont pas le choix. Et c'est vrai que surtout mon conjoint, ben, il est très demandé depuis que je l'affiche Ouais. sur les réseaux. Enfin, que je l'affiche entre Oui, guillemets. Je plus ou parle moins. beaucoup de lui sur les réseaux sociaux. Et, mais la chance que j'ai, c'est que j'ai quand même du soutien de leurs parents, en fait. C'est-à-dire que peu importe ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, ils vont être là à me soutenir, à m'encourager pour que je puisse continuer. Et ça me fait plaisir. Alors, est-ce que tu as vu cette notoriété arriver ou alors tu es victime, comme on dit, de ton succès? Alors, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Et il faut savoir que j'ai commencé à faire les vidéos pendant le Covid, comme pas mal de personnes, et ça a fait qu'exploser. Mais je pense que c'est vraiment dû à ma... Je ne dirais pas simplicité parce que je suis très explosive, on va dire, mais c'est vrai que je suis très spontanée et je pense que c'est ce que les gens aiment. Tu Le vois. côté authentique. Ah ouais, mais tu y a es pas sans plus. filtre. Pas le temps pour On ça. n'a pas le temps. On est 100%. Voilà, vrai. tu as tout compris. Ouais. Aurélie, si c'était à refaire, est-ce que tu aurais refait pareil, en fait? Est-ce que tu te serais lancée comme, en tout cas, ce que tu vis aujourd'hui? Oui. Tu Et sans l'aurais refait. hésiter. Tu sais pourquoi? Parce qu'en Mhm. fait, je suis en train de me rendre compte aujourd'hui que ma voix a de l'importance. Et je ne parle pas par rapport au succès, à la notoriété. C'est que je me rends compte en fait que je peux agir aussi pour la communauté et ça me fait plaisir. C'est-à-dire que je te prends un exemple basique. Hein. J'ai entendu dernièrement qu'il y avait un enfant qui s'est fait harceler dans son établissement scolaire. Et je me suis rendu compte, bien avant ça, mais encore aujourd'hui, que le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, je ne peux pas dire que forcément c'est le fait que ce soit moi qui en ai parlé, mais le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, ça a appuyé la situation et ça a permis de débloquer et de trouver des solutions. Waouh, c'est bien Je ça. suis très contente et Donc, tu j'espère défends des vraiment que causes. ça pourra continuer dans ce sens-là. Top. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple, en tout cas, d'une. Enfin, comme je dirais, ta plus mauvaise expérience sur les réseaux, une mauvaise critique. Alors, Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu me demandes là? Alors, écoute, hein, moi je te dis une chose, je suis très transparente. J'ai eu des soucis sur les réseaux sociaux, je crois que c'était en 2021, parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé les réseaux. Et franchement, tu sais, le souci qui se passe sur les réseaux, c'est que des fois, tu veux défendre une cause qui peut être noble, mais comme les gens ne t'aiment pas, Donc, ils vont, ouais. ils vont essayer de déformer tes propos pour essayer de t'enfoncer. Et je pense que j'ai vécu une période similaire, en fait, et j'ai vu des gens m'insulter, me traiter de tous les noms. Alors Sur tes différents réseaux. Sur mes Ouais. différents réseaux, alors qu'en soi,
la cause que je défendais, elle était noble, tu vois. Et il y a pas mal de personnes qui étaient d'accord avec moi, mais tu sais, comme c'est moi qui l'ai dit, ça posait problème. Donc, ça a été compliqué, mais je me suis rendu compte que dans tous les cas, il fallait que ça arrive. Tu vois, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est ça, c'est le Faut jeu. s'attendre à c'est ça. le jeu. Ouais. Mais j'ai su rebondir. Et aujourd'hui, je ne changerai pas ça. Donc, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Que ça plaise ou Ah, ça, je que pense ça plaise ou pas. Tu je entends? pense qu'on a compris ça. Alors là, ta plus belle expérience jusqu'à présent. C'est le fait de rencontrer mes abonnés. Wow. On ne se rend pas compte. Tu sais, on ne Ouais. se rend pas compte. Mais le fait de voir dans les yeux des gens l'importance que tu as pour eux, moi, des fois, je me suis rappelé un jour, j'ai rencontré des gens, il y avait une petite foule de personnes qui sont venues me voir à l'Escalon, mais ce n'était pas prévu. Et tu sais, je me tourne, je les vois, mais je ne pensais même pas qu'ils étaient là pour moi. Il m'a dit, mais c'est pour toi qu'on est là, on veut faire des photos. J'étais tellement contente parce que je me suis dit, mais je m'attendais pas, tu vois. Et j'étais trop contente quand tu vois des enfants venir te dire, oh, mais je t'aime trop, putain. Tu vois, et ça me motive à continuer et surtout à ne pas abandonner et à rester fixé Sur tes sur mes objectifs. objectifs, tu vois. D'accord. Parce que je sais que j'ai une chance. Et c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, tu vois. Donc, voilà. Effectivement, mais justement, quels sont tes projets? Est-ce que tu vas te lancer dans le théâtre? Mais non, on veut savoir, nous. Non, on va t'attendre. On va t'attendre. On veut savoir qu'est-ce qu'Aurélie va nous sortir. Alors, dans les grandes lignes, puisqu'en fait, moi, j'aime pas trop parler de mes projets, tu vois, mais j'aurais bien aimé que ça m'ouvre des portes vers l'acting, pourquoi pas. Wow. Alors, c'est vrai que je le disais en backstage tout à l'heure, je suis très timide, ça ne se voit pas, je sais. Non, mais Aurélie timide. Allô? Parce que tu sais, je disais ça tout à l'heure, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte que parler à des centaines de personnes dans un téléphone, c'est pas la même chose. En vrai, c'est pas pareil, tu vois. Mais j'ai envie de faire de l'acting. Il y a pas mal de gens dans mon équipe qui veulent que je fasse des spectacles, des stand-up, etc. Mais je ne sais pas si j'aurais. Tu ne te sens pas encore prête? Pour le moment, je ne suis pas prête. Mais l'acting, bon, il y en a qui diront que c'est la même chose, mais pour moi, c'est pas pareil. Donc, si vous avez des séries en cours, de films, je suis là, ok? J'avais ça à dire. Voilà. Alors Aurélie, j'ai une question qui est très importante pour toi, puisque aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont sur les réseaux sociaux. Tu es, je dirais maintenant, une personnalité publique. Tu es connue des différents réseaux sociaux, en tout cas, qui sont en vogue. Comment tu gères les critiques, les mauvais commentaires? Est-ce que tu arrives, enfin oui, tu y arrives, je suppose, à prendre du recul avec ça, de sorte à ce que cela ne t'affecte pas, à aussi vivre la jalousie, l'envie? Comment tu vis ça? Tu sais, c'est un petit peu lié à la question que tu m'as posée tout à l'heure, mais je pense que c'est bien que tu poses la question parce que pour moi, c'est pas pareil. C'est-à-dire que tu sais, tu as le harcèlement, mais tu as aussi bon, ça fait partie du harcèlement, mais tu as aussi les haters, les gens aussi qui ont des reproches, des vieux commentaires, enfin, quand je dis des vieux commentaires, des fois des propos déplacés. Et c'est vrai que, justement, à la période dont je te parlais, où j'ai eu ce petit harcèlement, c'était compliqué, mais c'est parce que j'étais pas prête. Parce qu'on pense trop que quand on est sur les réseaux sociaux, on y va et puis voilà, non. Il faut quand même se préparer parce qu'on ne se rend pas compte de la vague de haine qu'on peut recevoir. Et il faut se préparer. Psychologiquement, mentalement, il faut se dire, Aurélie, un jour, tu vas passer par là, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on doit accepter tous les propos. Tout et n'importe quoi. Que ce soit négatif ou positif, il y a des choses qu'on va prendre. Il y a des choses qu'on ne va pas forcément prendre et on va répondre parce qu'on est des êtres humains aussi et qu'on a droit au respect tout simplement. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui me surprennent à faire des vidéos où je réponds assez agressivement. Mais c'est parce que des fois, les gens, vous ne le voyez pas, mais les gens nous disent des choses assez, comment dirais-je, des choses assez choquantes. Oui. Et ils ont l'impression, en fait, qu'ils ont le droit de nous dire du tout et du n'importe quoi et qu'on ne va pas répondre. En tout cas, tu es mal tombé parce que ce n'est pas ici, là, quand tu vas m'empêcher de te répondre. Parce que si tu me dis que je vais te répondre, si tu n'es pas content, je te bloque. Voilà. Alors Aurélie, plus TikTok ou Instagram? Alors actuellement, Insta. Mais je m'explique parce que mes TikTokers... Oui, parce que les TikTokers, là, ils ne vont pas prendre la blague. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je trouve dommage sur TikTok, c'est qu'on nous censure. Plus facilement, tu vois. Alors moi, je ne parle pas de choses vulgaires sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que pour un rien,
sur TikTok, Ta vidéo est signalée. Ta vidéo est signalée, ton compte est bloqué parce que des gens, des haters, ils vont que décider, ils bloquent ta vidéo et en fait, avec l'accumulation des blocages, ben, ton compte, il est bloqué. Il est banni. Voilà, il est banni. Okay. Et du coup, ben, ça te démotive, ça te donne plus envie de t'exprimer sur TikTok. Donc, du coup, moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai été sur Instagram et que j'ai développé ma communauté. Et je suis très contente parce que je ne dirais pas que ce sont deux communautés différentes, mais c'est vrai que je ne dirais pas que c'est la même communauté. Parce qu'il y a des gens qui ont Instagram qui n'ont pas TikTok. Qui n'ont pas et il y a des gens qui ont TikTok qui n'ont pas Instagram. Donc, effectivement. Voilà. En tout cas, très belle interview, Aurélie. J'espère qu'on pourra t'accueillir sur le plateau. Là, sur le plateau, mais il y aura le feu là sur le plateau. Hein. Là, je ne sais pas, il va falloir qu'on organise ça. Et des ventilateurs parce qu'il va faire chaud. Merci en tout cas. Et alors, si vous voulez suivre Aurélie, tes différents réseaux sociaux. Alors, mon nom est compliqué, mais je pense qu'ils vont le manquer. Je pense que c'est mieux de le manquer. Aurélie Gerstenmayer, à peu près partout. Vous pouvez mettre sur Facebook, sur Insta, sur Snap. Ah, sur Snap aussi. Oui, sur Snap, Facebook. TV. Sur Facebook, parce que c'est pas tout le monde qui a tous les réseaux. C'est ça. Donc je m'adapte. Tu vois, je suis partout. Je suis partout. C'est tout. C'était la chronique S2M. On recevait aujourd'hui la belle Aurélie Gerstenmayer. Voilà. T'as vu? Et puis je vous dis à très vite. À la prochaine. Mais voilà, c'était intéressant. Très intéressant. Oui. Bon, on la salue en tout cas. On la salue, oui. On a l'occasion de la revoir, j'imagine. Oui, bon. On en discutait justement. On en discute pas. Sinon, sans me dire, on reprend le rythme du S2M. C'est ça, tous les jeudis. Donc je vous donne rendez-vous tous les jeudis avec Danick dans le ZCL. Voilà. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais le ZCL continue à tout de suite. Oui, effectivement, on continue. On va faire un petit tour du côté de l'UNSA qui avait une conférence sur la sobriété énergétique, puisqu'on demande maintenant de réduire les clim, réduire la lumière, etc. etc. Reportage, Michel Depape qui était sur place, on regarde. Je suis venu en Guadeloupe pour rencontrer les agents publics, pour pouvoir discuter avec eux, parce que nous avons besoin, lorsque nous sommes en métropole, de pouvoir aborder les spécificités de la Guadeloupe, parce que les spécificités de la Guadeloupe n'ont rien à voir avec la situation en métropole, que ce soit à cause du climat ou parce que c'est une île, tout simplement. Donc aujourd'hui, nous avons le sujet de la sobriété énergétique. C'est un sujet important parce que nous voyons qu'il est essentiel à la fois pour économiser de l'énergie dans le cadre des conflits actuels, mais aussi et surtout pour l'avenir de notre planète, parce que le climat change et nous savons tous qu'il nous faut obligatoirement réduire notre consommation énergétique et tous les gaz à effet de serre qui entraînent un changement climatique. Nous allons aborder la sobriété énergétique avec les spécificités de l'île. Par exemple, nous allons aborder la question des climatiseurs. Nous pensons qu'il faut qu'ils soient utilisés à bon escient, c'est-à-dire peut-être augmenter un petit peu la température de climatisation, passer de 22, 23 à 24, 25, 26 degrés. Par exemple, fermer les fenêtres, les portes lorsqu'on utilise un climatiseur. Mais au-delà de l'utilisation de climatiseurs, voir comment on peut utiliser dans une rénovation des bâtiments l'ensemble des spécificités de l'île. Je pense aux alizés, avec cette chance que vous avez de pouvoir avoir ce climat grâce aux alizés, pouvoir modifier les bâtiments afin de mieux les réfrigérer naturellement. Et ça implique de réfléchir et de modifier les choses. Et puis les équiper aussi de panneaux solaires. Par exemple, je pense à ce qui a été fait au lycée de Port-Louis ou du Gosier, dans lequel les toits ont été équipés de panneaux solaires. Ce qui est vraiment important dans ma visite, c'est tout ce que j'apprends ici et que je vais pouvoir utiliser pour défendre les collègues, pour défendre l'organisation du service public, de la fonction publique ici en Guadeloupe. Et je vais avoir comme interlocuteur les ministres à mon retour à Paris et je vais appuyer sur les revendications qui m'ont été expliquées ici. Voilà, eh bien, c'est pratiquement terminé pour aujourd'hui. Je voulais quand même profiter du ZCL pour envoyer un tout petit
coucou à une amie de Bastère, Liliane, qui a tout perdu pendant Fiona, son activité est complètement réduite à zéro, puisqu'elle s'occupait de repas qu'elle servait aux gens, peut-être même du conseil départemental. Elle était près du lycée de Bastère, et sa maison a été complètement engloutie, elle a tout perdu. Et elle me disait la difficulté qu'il y a à refaire les papiers qui sont perdus, à refaire l'ameublement, à changer de lit, à changer de matelas. Et je pense justement à cette opération, le kit Fiona qui a été lancé par deux gens de Trois-Rivières, Monsieur Ruff et Monsieur Karev, et qui disent que si vous pouvez offrir qu'un réfrigérateur, qu'un matelas, qu'un sommier, bien vous prenez contact avec ces gens-là, ces gens de Lions Club et aussi du Rotary Club. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. On a reçu un début du ZCL Mona Hydreville, qui est médecin, comme elle dit, met à l'affaire la Coup Santé, Gazette Santé Guadeloupe. Avec elle, il y avait le docteur Do et Coeli qui sont en mouvement depuis 2 semaines maintenant. Ils étaient à Cap-SC la semaine dernière et ils seront à Rivière-des-Pères pour aider tous ces gens qui sont sans médecin, qui sont en difficulté et ils vont directement dans les soins. Et ça aussi, c'est très important. On a reçu Madame Catherine Romuald, qui est encore avec nous, directrice générale adjointe de l'insertion, qui a lancé l'idée du tiers-lieu, puisque l'appel au projet a été lancé par le conseil départemental. Ensuite, nous avons reçu Francis Bernard, qui est encore, alors voilà, le bénéficiaire du RSA, et Francis Bernard, qui est encore avec nous, fondatrice de l'association PAL pour Grand Monde. Et il va avoir une semaine que vous organisez. Comment vous organisez ça? Nous sommes sur le terrain tous les jours. Tous les jours? Voilà. Et je voulais juste rajouter qu'aujourd'hui, 6, oui, c'est la journée des aidants, la journée nationale des aidants. Voilà. C'est pour ça que vous êtes ici, la journée des aidants. Et pour la semaine également, la semaine bleue. Oui. Voilà. Et puis on a reçu Sandy Kelly et Aurélie qui nous a bien amusé en tout cas. Et ça y est, c'est pratiquement acté. Madame Romuald aura un Instagram. Après ce que vous m'avez dit, why not? Oui, why not? Vous allez essayer en tout cas. Bien, merci d'être avec nous. La réalisation a été assurée par notre ami Yann. C'est pas Jordan, c'était hier. Et demain, on se retrouve à la même heure, à 12h30 avec vous jusqu'à 14h. Voilà. Ciao, bye bye, à demain.